t'entend pas, ça va. Je viens d'avoir un SMS d'un patient qui vient d'obtenir le statut de réfugié. Quelle joie. Ah ben voilà. Ah, On va pouvoir commencer en bonne disposition. ah oui, là oui, surtout lui. On va en parler de cette singularité. Bon, pendant que les autres participants cherchent leur connexion, leur lien, ou malheureusement sont en retard, je vais ouvrir le webinaire de ce soir de l'espace éthique de Bourgogne-Franche-Comté, qui est un webinaire qui sera consacré aux migrants, l'accès aux soins des migrants à partir d'une étude de l'Observatoire des pratiques qui a été réalisée en 2019. Enfin, mes collègues vous en diront plus tout à l'heure. En fait, l'Observatoire des pratiques, c'est une branche de l'espace éthique qui sert à observer les pratiques dans le champ de la santé et à faire émerger des questionnements éthiques qui se jouent dans les différentes pratiques soignantes auprès des soignés, etc. Donc, depuis la création d'espace éthique, c'est une branche qui a vu différentes thématiques traitées. On a pu voir, je ne sais pas, la psychiatrie, les personnes âgées, etc. L'essentiel est sur notre site internet, pour ceux qui sont intéressés, espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Et ce soir, nous allons nous concentrer sur l'étude de 2019, dont le rapport a été publié il y a quelques mois, et qui traite de l'accès aux soins des migrants. Alors, pour ce faire, nous avons les deux cerveaux de l'étude, Aurélie Geng et Anaïs Santers, qui sont finalement aussi les deux salariés qui coordonnent l'Observatoire régional des pratiques éthiques dont je vous parlais juste à l'instant. Nous avons 4 invités. Alors, dans l'ordre d'apparition sur l'écran, j'ai Stéphane Boyer, qui est éducateur spécialisé à l'association Le Pont, une association de demandeurs d'asile dans la région du 71, si j'ai bien compris. Chloé Mininger, pardon si j'écorche un peu, qui est assistante sociale à la PAS de Besançon, permanence d'accès aux soins de santé et sociaux du CHU de Besançon. Le docteur Olivier Ozas, qui est le médecin coordinateur de cette PAS au CHU de Besançon, et qui coordonne aussi régionalement les PAS avec une grande implication nationale. Et Madame le docteur Vincent, qui est psychiatre à l'équipe mobile psychiatrie précarité à Dijon, et qui vont chacun à leur tour finalement pouvoir commenter les résultats qui vont nous être présentés par mesdames Geng et Santers. Alors, des petites règles de fonctionnement. Sur le plan du fonctionnement Zoom, vous êtes enregistré. Donc, pour les spectateurs qui participent au webinaire ce soir, il n'y a pas de consentement explicite, mais dans la mesure où vous participez au webinaire, vous consentez à être enregistré, sachant que l'enregistrement porte essentiellement sur des conférenciers qui, eux, ont signé théoriquement un consentement puisqu'ils ont tous là ce soir. Les spectateurs, vous n'êtes pas visibles en caméra, donc on ne vous voit pas, on ne vous entendra pas non plus. Par contre, vous pourrez poser vos questions dans le fil de discussion, qu'on appelle le chat en langage jeune peut-être, je ne sais pas,
puis dans le fil de discussion, et puis on essaiera d'y répondre au fur et à mesure, avec, si nécessaire, une mise en lien avec les conférenciers qui l'accepteront dans un second temps s'il y a des questions très techniques pour lesquelles on ne va pas forcément avoir le temps de répondre ce soir. Ça va dépendre un petit peu de l'interactivité. En tout cas, n'hésitez pas à nous transférer toutes les questions dont vous avez envie. Alors évidemment, les exemples peuvent être intéressants, mais n'ont souvent qu'une valeur d'exemple. Donc on va essayer de rester sur des dimensions plus générales pour discuter les aspects éthiques spécifiques, même si les histoires singulières voilà, mettent en joie parfois, puisque Madame Vincent nous faisait part d'un de ses patients qui venait d'obtenir aujourd'hui, je suppose, le statut de réfugié. Je laisse la parole à Aurélie et Anaïs qui finalement vont aussi vous partager l'écran. Donc nous, on va disparaître de votre écran momentanément. Parfois, on est obligé de laisser ouvert deux micros, celui qui parle et puis moi. Des fois, il y a des grésillements, donc je verrai si... Mais c'est moi qui ferai la variable d'ajustement. Merci Sandra. Alors, je vais partager tout de suite l'écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça apparaît pour tout le monde? Oui. Ok. Donc déjà bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre participation à ce webinaire et surtout un grand merci en fait à nos intervenants qui ont accepté de partager leur expérience, mais aussi discuter avec nous les résultats de cette étude. Nous allons donc en cette fin de journée vous parler des questions éthiques relatives à l'accès aux soins et à la santé des migrants en Bourgogne-Franche-Comté. Mais avant de démarrer, donc deux petites précisions. Une qui va finalement de soi, mais c'est important, je pense, de la rappeler. Bien évidemment, la présentation des résultats, elle ne sera pas exhaustive. Ce soir, on a fait le choix d'en sélectionner une partie, tout comme on ne va pas s'attarder sur les aspects de méthodologie, d'analyse des données. Donc voilà, comme l'a dit Sandra Frasch, vous pouvez retrouver l'intégralité du rapport d'études, mais même des travaux de manière générale de l'espace éthique sur notre site internet. Et puis, seconde précision, plus sur le format, Sandra l'a rappelé également, mais voilà, elle se veut interactive, aussi interactive que possible. Donc, on s'arrêtera finalement avec Anaïs à chaque grande thématique dégagée pour les discuter avec nos intervenants. Comme ça, les échanges, ils se feront tout du long de la présentation. Et donc, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, on vous le rappelle, à faire part de vos remarques ou questions sur le chat qui sera donc géré par notre modératrice, Sandra, qu'on remercie également. C'est parti, on se lance. Donc, cette étude, voilà, elle a démarré en septembre 2019, elle s'est terminée en 2020, elle a été diffusée en mars dernier. Mais déjà, on va s'arrêter peut-être tout de suite sur la définition de migrants. Ça a été une de nos difficultés principales, finalement majeures au début de cette étude, c'était définir le terme migrant, puisqu'il y a toute une terminologie assez complexe à saisir. C'est un terme qui est très utilisé dans les médias ou dans le quotidien, mais qui n'est pas défini dans le droit international, qui englobe des profils qui sont très différents. On parle de personnes en situation irrégulière, de sans-papiers, de demandeurs d'asile. Donc, on a dû, nous, un petit peu se familiariser avec ce vocabulaire. C'est des statuts qui ne sont pas clairement définis. Donc, nous, dans cette étude, on a fait le choix d'aborder ce terme dans un usage relativement ouvert. Et on entendait par migrant tout ressortissant étranger étant dépourvu de titre de séjour à son arrivée en territoire français, quel que soit son statut administratif, juridique ou l'ancienneté de sa migration. Donc voilà pour la définition de migrant.
Sur quelques mots maintenant sur donc, la méthodologie de l'étude. On va se la partager. Vous allez voir, moi j'ai quelques diapos et Anaïs prendra la main juste après. Donc il s'agit d'une étude qualitative dont l'objectif principal, c'était donc d'identifier les points de tension éthique qui sont rencontrés par les acteurs impliqués dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes migrantes adultes, donc adultes plus de 18 ans, nécessitant une consultation médicale dans un lieu dédié. On voit bien ici, et je tiens à le rappeler, donc notre population étudiée, ce sont les migrants adultes, et donc on ne s'est pas intéressé, même s'il y en a énormément, aux questions éthiques qui touchent aux mineurs non accompagnés. Et l'objectif secondaire, c'était de faire émerger certains enjeux éthiques qui sont spécifiques à cette prise en charge de ce public en termes de santé publique et d'éthique de la santé. On a fait le choix de saisir la dimension éthique de cet accès aux soins des migrants à la croisée de 3 regards, celui du sanitaire, du social et du milieu associatif. C'est pour ça qu'on a donc 3 types de populations d'enquête. On a interrogé des professionnels de santé, mais aussi des travailleurs sociaux qui travaillent dans des établissements de santé qui prennent en charge des migrants ou dans des centres d'hébergement leur étant dédiés. Et puis, on a interrogé aussi des membres d'associations qui agissent donc pour l'aide aux populations migrantes. Je te laisse, Anaïs, la parole pour continuer sur les aspects de méthodologie. Oui, donc concernant le recueil des données, on a procédé par entretien semi-directif, individuel et collectif, ce qui nous a permis de rencontrer parfois les équipes de professionnels de santé ou de professionnels travaillant dans des centres d'hébergement. Et on a totalisé 28 entretiens qui ont été réalisés en 2 temps. Donc de septembre à décembre 2019, on s'est principalement intéressé aux permanences d'accès aux soins de santé. Donc peut-être une petite définition de ce qu'est une PAS, puisque c'est un mot qu'on va pas mal utiliser tout au long de ce webinaire. Donc une PAS, c'est un service qui est la plupart du temps au sein d'un hôpital et qui propose gratuitement une prise en charge médicale et sociale de patients qui ont des besoins de soins, qui sont en situation de précarité et qui rencontrent des blocages ou des freins dans l'accès aux soins. Donc, elle ne s'adresse pas uniquement aux migrants, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au fil du temps, c'est devenu leur principal public. Et les PAS sont décrites comme la porte d'entrée aux soins des personnes migrantes. C'est pour ça qu'on a commencé notre étude en s'intéressant particulièrement aux PAS. Et puis, donc, dans un second temps, de février à mars 2020, on a réalisé des entretiens avec d'autres acteurs grâce aux contacts et aux informations qui ont été recueillies lors de cette première phase d'entretien. Donc, sur ces 28 entretiens réalisés, on en a fait 19 au sein d'établissements de santé, donc principalement des PAS. On en a également réalisé 5 au sein d'associations ou fédérations locales, dont une au niveau national qui est le COMED. Donc le COMED, qui est le Comité pour la santé des exilés, qui agit en faveur de la santé donc des exilés et pour défendre leurs droits. Et puis 4 centres d'hébergement pour migrants, principalement des centres pour demandeurs d'asile, donc des CADA, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ou des UDA, donc des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile. Ensuite, suite à tout ça, donc en termes de résultats, on a donc eu 46 enquêtés, puisqu'on a eu à la fois des entretiens individuels et collectifs, donc ça fait 46 enquêtés, majoritairement féminins, 33 femmes pour 16 hommes, et qui exerçaient principalement les métiers d'assistant de service social et de médecin. Et donc on a 4 grands thèmes qui se sont dégagés des entretiens, qu'on souhaite discuter avec vous aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, qui sont l'accès aux droits complexes, la barrière de la langue, un accès aux soins problématiques et puis une relation d'accompagnement et de soins qui met en difficulté les professionnels. Donc, ce qu'on va faire, comme vous l'a dit Aurélie, on va présenter chacun de ces thèmes et puis on aura à l'issue de chacun une discussion avec nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à réagir et puis à nous faire part de vos questions tout au long de notre présentation et puis on tentera d'y répondre lors de ces temps d'échange. Donc, le premier thème qui est ressorti de notre étude, c'est l'accès aux droits complexes. Puisque finalement, quand on parle d'accès aux soins des migrants, c'est souvent dépendant de leur accès aux droits de couverture maladie.
Et même si dans le droit français, on a pas mal de dispositifs qui permettent aux migrants l'accès à des structures de soins et à la prise en charge de leurs frais de soins de santé, donc un accès, ce qu'on peut dire, théorique, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la pratique, cet accès au droit, il n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Puisque à la fois, on a des modalités d'accès au droit de protection maladie qui ne sont pas uniformes sur le territoire, avec des pratiques qui sont assez hétérogènes de la part des caisses primaires d'assurance maladie de la région dans le traitement des demandes. Donc, ça peut concerner des délais de traitement qui sont plus longs dans la gestion des dossiers et qui peuvent varier d'une CPAM à une autre. Et puis, on a aussi des pratiques dissuasives de certains agents avec des demandes abusives de justificatifs dont les personnes migrantes ne sont pas toujours en possession. On a pu, par exemple, nous rapporter des demandes d'extraits d'actes de naissance qui ne sont pas forcément des documents que possèdent les personnes migrantes pour accéder à des droits de couverture santé. Et puis, en plus de tout ça, on a des divers changements de loi qui restreignent cet accès aux soins avec des conditions assez lourdes. Par exemple, on a la loi du 6 novembre 2019 qui impose un délai de carence de 3 mois pour les demandeurs d'asile avant de pouvoir bénéficier d'une protection maladie. Et puis, des demandes de rencontres en présentiel. Par exemple, on avait un travailleur social qui nous disait que pour obtenir l'AME, donc qui est l'aide médicale d'État, qui est une aide qui est de protection pour les étrangers en situation irrégulière, et bien depuis le 1er janvier, il fallait maintenant une rencontre physique avec quelqu'un de la CPAM et qu'il fallait fournir l'ensemble des pages de son passeport. Et en fait, beaucoup de migrants ne possédaient pas ces documents, ce qui fait qu'ils n'allaient pas pouvoir accéder à l'AME. Et donc finalement, cet accès au droit qui est complexe, on voit soit en termes de démarche, soit voilà, cette complexité qu'il y a autour de cet accès, quelles questions éthiques ça soulève? Donc cet accès problématique, en raison des demandes diverses des CPAM, il interroge le principe d'égalité de traitement qui doit être respecté pour toute personne sur le territoire français. Et puis cette limitation qu'on peut constater par le droit de l'accès aux prestations sanitaires, il interroge aussi plus largement l'égalité d'accès au droit à la santé, qui est un droit de l'homme fondamental et universel, qui est d'ailleurs inscrit dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. Merci Anaïs. J'aurais envie de passer tout de suite la parole peut-être à Madame Mullinger, l'assistante sociale. Je crois qu'elle elle prévoit d'être sollicitée. Si vous avez peut-être des commentaires sur déjà cette partie-là. Alors, c'est vrai que depuis du coup la réforme de l'AME, enfin en tout cas moi à la base, je me rends compte des délais d'accès de plus en plus longs, des justificatifs, enfin voilà, des courriers que les patients reçoivent demandant des pièces justificatifs alors qu'on les a envoyés en amont. Donc, ça nécessite un travail supplémentaire voilà, de recours, de courrier, de mail auprès de la CPAM, à savoir aussi qu'on n'a plus d'interlocuteurs dédiés, ce qui empêche aussi la communication entre la sécurité sociale et nous et le patient. Donc, ça complexifie énormément et ça engendre notamment un délai d'accès aux droits et donc aux soins, notamment je pense aux patients bénéficiant, enfin voilà, souhaitant bénéficier de soins dentaires où c'est pas possible au niveau de la PASS. Là, on se retrouve quand même dans une situation assez compliquée et parfois difficile à entendre pour le patient. Voilà, ça engendre aussi pour nous en tant que travailleurs sociaux d'être de plus en plus techniciens, je dirais, de la sécurité sociale et de parfois un peu oublier notre travail social, enfin le but du travail social, de créer une relation, un lien de confiance avec le patient, où là on se retrouve de plus en plus confronté à des démarches administratives hyper complexes, autant pour le patient que pour nous. Donc enfin voilà, les réformes nous complexifient autant pour le patient que pour le travailleur social pour le coup. Et pareil, donc il y a autant la réforme de l'AME et autant la réforme des demandeurs d'asile, enfin voilà, de la carence de 3 mois qui allonge du coup l'accès aux soins, donc qui complexifie aussi les démarches.
Et alors, du coup, je me posais aussi une question, c'est que là, pendant la crise sanitaire, au tout début, au premier confinement, je crois, euh, les soins urgents, l'aide médicale d'État, la C2S, tout a été prolongé automatiquement. On a eu des facilités d'accès aux soins urgents où on avait uniquement à fournir l'attestation de demande d'asile, ce qui nous gagnait un temps énorme. Et là, donc, tout vient de s'arrêter là au 1er aujourd'hui, enfin, 1er juin. Et voilà, donc je me dis que, enfin, du coup, l'accès au droit est quand même possible. Et qu'est-ce qui empêche que cela soit beaucoup plus simplifié? Est-ce que c'est un enjeu plutôt politique? Est-ce que c'est totalement autre chose? Enfin, voilà, c'est une question assez ouverte, mais voilà, ça, enfin, l'accès au droit devient de plus en plus compliqué et complexifie aussi notre travail. Euh, voilà, à savoir aussi que quand un patient arrive, enfin, il connaît pas toutes ces démarches-là, enfin, toutes les démarches administratives, l'ouverture de droit, et il faut prendre le temps aussi avec le patient de lui expliquer tout ça. Et vu que c'est autant compliqué pour nous, ça l'est d'autant plus pour lui. Donc je me dis que effectivement, ce droit à la sécurité sociale est très complexe pour ces personnes migrantes, pour le coup. Merci, Madame Mininger. En fait, en vous écoutant, je me posais la même question. Alors moi, je suis un peu loin sur mon terrain clinique de votre pratique à vous, mais sur le plan éthique, je me disais finalement deux choses. La première, en fait, la loi, les droits, etc., c'est finalement un cadre général qui ne traite pas des situations particulières. Et quand vous évoquiez la difficile reconversion du travailleur social vers un technicien de sécurité sociale, ça m'évoquait ça, des histoires singulières finalement que on cherchait à confronter à une loi et à faire entrer dans une loi, ou plutôt l'inverse d'ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes confronté à des histoires singulières et finalement, la deuxième mise en perspective, c'est le politique, puisque quand même, moi de loin, ce que je pressens, mais peut-être vous pourrez nous en dire plus parmi les intervenants, c'est que clairement, ce sont des choix politiques auxquels vous êtes soumis en tant que travailleur auprès de ces populations-là. Et je me disais, finalement, vous êtes toujours obligé de concilier la singularité des histoires, le cadre général de la loi, qui est finalement le reflet d'une volonté politique du moment ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je ne sais pas si on peut voir, c'est un virage politique à un moment, mais de loin, comme ça, on a la représentation que c'est depuis la présidence de M. Sarkozy que l'accès est rendu compliqué. Mais c'est pas pour rentrer dans des considérations de personnes, c'était plus pour faire émerger la question politique et la question de la singularité de toutes ces situations. Et c'est vrai que du coup, on se sent aussi isolé parce que on cherche des réponses aux situations singulières et très complexes parce que chaque situation est différente et, euh, et c'est difficile d'avoir les réponses ou en tout cas, ça demande du temps et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre autant pour les patients que pour nous. Par exemple, on n'a pas 2 mois pour attendre une réponse de la sécurité sociale pour savoir quelle démarche à effectuer, si c'est une demande d'aide médicale d'État, si c'est une demande d'ouverture de droit de base. Ça, malheureusement, le temps, on ne l'a pas. Et c'est vrai qu'il y a aussi une inégalité entre les patients. Des fois, voilà, certains patients obtiennent une aide médicale d'État rapide, alors que d'autres patients attendent plusieurs mois, puisque à chaque fois, voilà, réenvoyer des nouveaux documents. Donc, et ça, on n'a même pas, nous, les tenants et les aboutissants. On ne sait pas pourquoi certains dossiers passent plus rapidement que d'autres et on se sent isolé et enfin, voilà, c'est difficile aussi pour nous, quoi. Mm. Monsieur Boyer, oui.
Oui, je voudrais effectivement rajouter que le manque d'interlocuteurs auprès de la sécurité sociale et le fait d'installer des plateformes numériques nationales pour traiter les demandes, que ce soit de C2S ou d'AME, complexifie forcément notre relation et les réponses, alors que des fois il y a des dossiers en attente, on ne sait pas pourquoi et donc c'est beaucoup plus long. Ce qu'il faut bien distinguer, c'est que concernant les demandeurs d'asile, le fait d'avoir supprimé la possibilité d'obtenir le droit de demander la C2S dès l'enregistrement de leur demande d'asile, ça fait que c'est une population de personnes qui a un droit au séjour en France, c'est-à-dire ces gens, ils ont le droit de séjourner en France, mais ils ne peuvent pas accéder aux soins en termes de droit au niveau de la CSS, ce qui est un peu différent de l'AME, puisque l'AME concerne uniquement des personnes qui sont en situation de sans-papiers, soit parce que leur demande d'asile est terminée, soit parce qu'ils n'ont jamais fait de demande d'asile et qu'ils sont sur le territoire français de plus de 3 mois. Donc, derrière, au niveau politique, l'idée des députés a été de dire beaucoup de demandeurs d'asile en France ne viennent pas demander l'asile, mais viennent chercher des soins. Donc, on va complexifier l'accès aux soins. Donc ça, je parle pour les demandeurs d'asile et la suppression de la possibilité de déposer une demande de sécurité sociale C2S dès l'arrivée, c'est-à-dire dès l'enregistrement en préfecture. Donc ça, les députés, ils nous le disent clairement. C'est une réalité de terrain. Comment? Est-ce que c'est une réalité de terrain? Ben, concrètement, avant, les gens accédaient… Ah non, mais il y a effectivement quelques personnes sur l'ensemble des personnes qui demandent l'asile, quelques personnes qui sont dans des situations extrêmement complexes de santé, soit de par des traumatismes, des violences, des tortures. 50% des personnes, des demandeurs d'asile ont subi des tortures et on a des gens qui sont réellement cassés. Donc, je dirais… On parlera de l'aspect santé mentale après, mais physiquement. Donc, c'est une réalité de freiner en estimant que la France, ayant un bon système de santé, les gens sont attirés par ce système de santé et donc il faut les dissuader de venir en France. Donc ça, c'est une vraie pensée politique. Et la deuxième question par rapport à l'AME, depuis des années, il y a toujours ce débat, faut-il qu'il y ait l'AME, faut-il qu'il n'y ait pas l'AME, parce que l'AME permet d'accéder quand même à un système de santé généraliste, même si c'est public ou privé, et donc l'idée des politiques est en général de réduire les droits de l'AME sur les soins vraiment urgents, et de façon à, souvent l'idée qui est exprimée, c'est ne faudrait-il pas des dispensaires dédiés aux étrangers sans papier, ce qui les couperait du droit public, du droit qui est commun à tous les gens qui vivent sur le territoire. Donc les questions qui sont sous-jacentes à ça, c'est par rapport à la C2S, dissuader les gens de venir en France pour accéder aux soins rapidement. Donc, même si après, on va aller vers les passes, notamment, parce que les gens sont vraiment abîmés. Et puis, la deuxième chose, c'est sur l'AME, tout le temps, c'est redondant dans le discours politique, c'est ne faudrait-il pas ne pas avoir un budget sur l'AME, mais créer des dispensaires avec des lieux dédiés, mais dans une France très rurale. Quand on n'est pas à Paris, dans une France très rurale, ça veut dire créer des dispensaires partout, et ça veut dire surtout qu'on fait de ces étrangers, dans ce cas-là, une catégorie à part, et en termes de droits humains, eh bien, il y a des vraies questions éthiques sur ce point. La discrimination va nous suivre tout au long de ce séminaire, mais on commence déjà à en percevoir les quelques tenants et aboutissants. Je souligne aussi que c'est non seulement l'accès aux praticiens de santé, mais c'est aussi l'accès aux médicaments qui est mis en difficulté par l'absence de droit. Donc, c'est vrai que pour les pharmacies des hôpitaux, il faut faire la deuxième étape, c'est-à-dire quand il y a besoin de médicaments, fournir les médicaments. Sur le budget de l'État, je ne sais pas ce que cela comporte, on aura peut-être des éléments, mais c'est toute la chaîne de soins. Et bien sûr, ça veut dire qu'on ne pourra jamais avoir de soins de l'ordre de la kiné, des soins, je dirais, entre guillemets, secondaires, puisqu'il n'y a pas de droits qui sont ouverts. On peut accéder à des praticiens de santé, je dirais, d'urgence grâce au pass. Il peut y avoir un cardiologue, il peut y avoir plein de spécialistes quand même, mais l'accès aux médicaments,
va être plus compliqué puisqu'il n'y a pas de droit. On ne peut pas aller dans une pharmacie comme le font tous les Français et les personnes qui vivent en France et qui ont des droits. Donc, ça complexifie aussi l'accès aux médicaments. Et bien sûr, tous les soins secondaires sont inenvisageables. Donc, ça veut dire pendant au moins les 5 premiers mois de leur arrivée en France ou de leur situation irrégulière en France, ça veut dire que c'est extrêmement compliqué pendant ces 5 à 6 mois quand il n'y a pas tous ces éléments dont on a parlé déjà qui complexifient le dépôt du dossier, l'enregistrement du dossier. Alors pour les personnes qui lèvent la main, ce serait bien de nous poser les questions dans le chat parce que sinon on ne pourra pas gérer le temps avec les autres thèmes. Par contre, j'ai un bouton qui s'appelle « Permettre de parler » que je vais donner à Monsieur Gavalas parce qu'il est au téléphone et que je suppose que faire des questions dans le chat au téléphone, c'est juste impossible techniquement. Donc, je vous donne la parole. Oui, bonsoir à tous. Du coup, moi, je suis psychiatre à la PAS de Dijon. J'y interviens depuis 1 an et en effet, je voulais confirmer ce qui a été dit par l'assistante sociale, c'est que bon, leur rôle est absolument essentiel. Concernant ce qui vient d'être dit sur l'AME, effectivement, 1 milliard par an, parce qu'il me semble que c'est le budget qui est actuellement alloué depuis justement l'ère Sarkozy. C'est très léger quand on voit les thérapeutiques, enfin quand je vois moi les thérapeutiques que j'ai besoin de prescrire et que je vois ce qu'effectivement les somaticiens prescrivent de leur côté par rapport aux migrants. Donc sur l'échelle nationale, c'est vraiment très très léger. J'ai l'occasion moi d'intervenir à la fois sur Dijon et à la fois sur ce mur en Auxois parce que voilà, il y a un CADA à Pouilly et donc ça me permet de voir un peu des deux côtés. Bon, au niveau des urgences, c'est vrai qu'il n'y a jamais de problème concernant les prises en charge. En revanche, au niveau des orientations, il est clair que ça sera toujours vers une passe, même si on fait enfin, je l'ai vu, je l'ai vu faire, une évaluation d'un risque suicidaire qui est quand même important. Ces patients seront moins prioritaires pour aller en service d'hospitalisation et seront donc orientés vers une passe que voilà, dans un circuit classique, probablement du fait de manque de droits, et ça c'est un réel problème. On se retrouve ensuite avec des patients suicidaires qu'on suit, qui sont laissés à eux-mêmes. On essaye de rapprocher les rendez-vous, mais c'est vrai que c'est problématique. Mais il y a une deuxième problématique, c'est qu'une fois qu'ils ont acquis leurs droits, nous, psychiatres, on nous demande de les réorienter vers des CMP et le suivi n'est absolument pas le même. Déjà dans les CMP, l'accès à un service d'interprétariat est plus compliqué. L'accès à un médecin est plus compliqué. Ces questions, je vous coupe, Monsieur Gavalas, oui, ces questions sur l'accès aux soins et la barrière de langue, on va les voir après. D'accord, ok. Donc, je ne sais pas si sur l'accès aux droits, vous aviez encore des remarques. Je vais donner la parole oui, sinon au Dr Rosas. Voilà, juste sur l'accès aux droits, c'est vrai que moi je me sens souvent très embêté parce que on me demande dans une passe pour des patients dans un suivi de stress post-traumatique avec des dépressions pour lesquels il y a un lien de confiance qui s'est engagé de ne plus les suivre. Et c'est très embêtant parce que voilà, une fois qu'ils ont leurs droits, malheureusement, on me demande de les sortir du système, ce que eux ne veulent pas, parce que bon, bah évidemment, ils n'ont pas envie de raconter leur histoire un certain nombre de fois parce qu'elle est multi-traumatique, voilà. Donc effectivement, mais il y a de la demande qui se rajoute, donc tout ça c'est très complexe, c'est très difficile de savoir comment s'en sortir.
bon, voilà, je partageais juste Merci une beaucoup. difficulté personnelle que je rencontrais régulièrement. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je laisse Olivier compléter Merci. et puis finir le thème finalement. Ouais. Du coup, en complément de ce qui a été dit, je trouve intéressant de souligner le fait que les évolutions du droit et des possibilités d'accès aux soins des migrants sont souvent faites au nom de l'éthique. On a entendu, on le disait avant la réunion, finalement, toute personne qui arrive en France a 3 mois de carence. Hein, tout le monde, y compris le Français qui a vécu plusieurs années à l'étranger, il y a 3 mois de carence. Et donc, du coup, on a pu entendre un argument d'équité disant que les demandeurs d'asile aussi devaient subir finalement ce que tout un chacun a à subir quand il arrive en France. Et puis, on a aussi entendu l'argument de la fragilité du système de santé qui repose sur un équilibre précaire entre les moyens et puis les dépenses. Et au nom de la protection de ce système solidaire, alors il y avait besoin de limiter la dépense de soins induite par la venue de personnes qui venaient soit pour les soins, soit pour la migration. En fait, quand on lit un peu le travail des sociologues ou de l'INED, on se rend compte que le motif de venue et d'exil, il est toujours multiple et complexe. Et on le voit bien en passe, il y a des personnes qui ont des pathologies graves depuis longtemps, et puis un jour, elles voyagent pour des raisons qu'on ne peut pas réduire, ou alors à tort, à juste la question de l'accès au droit. On a rencontré beaucoup de patients, par exemple, qui s'endettaient massivement pour payer les soins dans leur pays et qui se mettaient du coup en danger vis-à-vis de ceux qui avaient prêté l'argent et qui n'étaient pas toujours la Sécu ou voilà. Et du coup, on sait bien que la migration et le projet migratoire, il est complexe. Le réduire à juste la question de l'accès aux soins, c'est erroné et le travail des sociologues qui ont étudié ça l'ont montré. Et puis, un dernier point, c'était finalement, on entend que on pourrait se dire que la PASS, le dispositif PASS, est la réponse qui a été envisagée pour que personne ne se retrouve sans accès au droit aux soins sur les territoires. Sauf que finalement, alors sur le papier, on peut dire que c'est plutôt juste, mais dans la réalité, le développement des PASS, et en particulier si on regarde sur la Bourgogne-Franche-Comté, eh ben, les PASS somatiques, il y en a 17. Celles qui ont un temps médical dédié, il y en a 7. Et le temps médical le plus important qui existe, c'est un mi-temps. Donc on se rend compte en fait que si sur le papier, les PASS pouvaient être une réponse éventuellement adaptée à cette zone d'absence d'accès au droit commun, la réalité de la mise en œuvre du dispositif ne permet pas de tenir ces engagements qui sont éthiques. Et ça a amené d'ailleurs certains détracteurs, je ne sais pas si le terme est juste, mais à se questionner sur le fait, est-ce que les PASS, ce ne serait pas un alibi éthique au fait que, non, vous inquiétez pas, on s'est couvert. Si jamais il y a des besoins, il existe un dispositif qui a été pensé. Personne, en aucun point du territoire, ne devrait avoir un renoncement ou une fin de non-recevoir pour ses soins. Sauf que l'évaluation pratique par les professionnels et le rapport qui a été réalisé par l'espace éthique le montre bien. Il y a un écart important entre les besoins observés et puis l'offre réelle possible via les PASS. Merci beaucoup pour vos interventions. J'en rajoute pas sur la synthèse. On va passer au deuxième thème qui est la barrière de la langue à cause de l'heure qui tourne. Oui, effectivement, on va passer au deuxième thème. Et alors, pour le coup, ce thème, il est ressorti dans tous les entretiens, quasiment tous les entretiens qu'on a menés, tant avec les professionnels de santé qu'avec les acteurs du monde social et associatif. Ce qu'on a pu voir, c'est que donc, la barrière de la langue, ou plus précisément l'absence ou le non-recours à de l'interprétariat professionnel, c'est une des difficultés majeures pour les professionnels qui prennent en charge des migrants.
On a pu voir et on nous a dit qu'effectivement, ce système d'interprétariat professionnel, il avait un coût très élevé. Donc, il était peu, voire pas utilisé par les professionnels. Et donc, ces contraintes organisationnelles et ou budgétaires, ben, ça a des répercussions, enfin, ça a des conséquences thérapeutiques. Ça peut avoir des conséquences thérapeutiques sur les patients. Donc, on voit que la non-compréhension entre le patient migrant et le soignant, ça peut être à l'origine d'un mauvais diagnostic ou d'un retard de soins ou alors d'une mauvaise observance dans les traitements. Et alors, la petite citation qu'on vous a mis, alors on en a rigolé, mais c'est pas si drôle que ça finalement. Ça illustre plutôt bien le propos. C'était un médecin généraliste en fait d'un CADA qui nous disait que en fait, il avait vu donc un patient et en portugais, quand on est enrhumé, on dit constipation. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Et donc, le médecin, il lui a donné un laxatif, alors que ce n'était pas du tout le cas. Donc, voilà, c'est anecdotique, mais finalement, ça a illustré, finalement, en tout cas, là, on voit bien aussi l'enjeu de la compréhension mutuelle dans la relation de soins. Et donc, cette non-utilisation du système professionnel, finalement, il est pallié par un système, on nous a dit, de débrouille. Alors, on nous a parlé effectivement d'utiliser Google Traduction, on fait appel aussi à des paroles un peu dans un anglais approximatif. Hein. On nous a dit on n'est pas toujours bien compris, même par la personne migrante, hein, ils ne parlent pas tous anglais. On utilise des gestes, communication non verbale. Mais ce qui est le plus utilisé, c'est surtout le recours à un tiers, hein, qui a été évoqué. Recours à un tiers, alors soit les proches, l'entourage, ou alors à un professionnel d'un autre service. On a pu voir dans beaucoup d'établissements où il y avait déjà une liste qui était créée finalement de professionnels qui parlaient ou étaient référencés finalement les langues parlées par les différents professionnels, et on faisait appel à eux en fonction des patients accueillis. Et donc, on fait appel à un tiers, mais qui est non formé à la traduction, mais encore moins aussi au jargon médical. Donc, se pose la question de la place, effectivement, du tiers, hein, notamment quand il s'agit des enfants ou du conjoint. On en reparlera hein, avec nos intervenants, mais dans des situations voilà, de violence, de viol ou encore de torture. Il y a aussi la question de l'accompagnement des migrants aux consultations médicales par les bénévoles d'associations, les travailleurs sociaux, et s'est posé le problème aussi, on nous a parlé de la détention de l'information médicale. Et puis par rapport effectivement aux questions éthiques que ça a soulevées, il y a un questionnement qui a été assez général sur l'absence de ce recours à ce système d'interprétariat dans les structures qui accueillent quotidiennement des migrants. S'est posé la question de peut-on finalement prétendre à un soin de qualité sans compréhension mutuelle. Alors, on voit bien ici que ça a posé la question aussi du consentement libre et éclairé du patient. Comment le patient migrant peut consentir librement à un examen ou à un traitement médical alors qu'il ne comprend pas ce à quoi il consent. Ça questionne la prise en charge respectueuse des droits des patients, hein, si on fait référence à la loi de 2002 qui garantit aux patients le consentement libre et éclairé aux actes et aux traitements qui lui sont proposés et le droit d'être informé de son état de santé. Or, on voit bien que le manque de dialogue qu'il peut y avoir entre un patient et le personnel de santé, ça conduit à une absence de consentement, du moins éclairé, du patient, et donc ça peut remettre en question son autonomie de décision. Et puis, l'autre dilemme que ça a soulevé, c'était aussi le respect de l'intimité et du secret médical, hein, l'introduction de ce tiers dans la relation. On voit bien que ça peut entraver la relation de confiance entre le patient et le professionnel. Et d'autre part, ça a soulevé des questions éthiques dans la mesure où ça ne permet pas de garantir le respect du secret médical. Les questions qu'on a pu poser dans le rapport, c'était finalement est-ce qu'on peut s'affranchir des droits du patient pour permettre la communication? Est-ce qu'on peut laisser un membre de l'entourage du patient accéder à ses données médicales et personnelles pour permettre le soin? Voilà, on n'a pas remis toutes les questions que ça soulevait. Je pense que déjà avec ça, il y a matière à discussion. Merci Aurélie. En fait,
en fait, je dois dire, quand j'ai lu votre diapositive, peut-on prétendre à un soin de qualité sans compréhension mutuelle, je me suis dit que la réponse elle était non, tout simplement, et que ça serait vraiment simple à discuter. Non, je blague, mais c'est quand même forcément, on ne voit pas comment un soin de qualité peut se faire sans compréhension mutuelle, sans un minimum de respect d'intimité de secret médical, sans un minimum d'information et de consentement du patient. Et finalement, pour prendre le problème à sa racine, ce que j'avais envie de vous poser comme question, messieurs les invités, messieurs, dames les invités, c'est finalement, on évoque le problème des moyens qui est soulevé par certains professionnels comme un système compliqué, un interprétariat professionnel. Et je me disais, on évoque souvent la non-disponibilité, soit en termes de moyens, soit en termes de temps, parce que ça prend trop de temps. Dans ma pratique de soins palliatifs pédiatriques, c'est très fréquent qu'on ait ce discours-là aussi. Ça prend trop de temps, ou alors on n'a pas les moyens de faire. Et du coup, en faisant le parallèle, je me disais forcément c'est une excuse, entre guillemets, par rapport à la prise en soin, la prise en charge de ces personnes allophones. Et je me demandais si il y avait des hypothèses sur ce qu'il y avait derrière ces histoires de moyens et de pourquoi on ne recourait pas de façon systématique à l'interprétariat, surtout maintenant que les centrales téléphoniques sont quand même faciles d'accès, c'est même plus compliqué en termes techniques. Il n'y a pas besoin d'organiser un rendez-vous, il n'y a pas besoin, enfin forcément, évidemment il y a des interprètes humains encore, mais il y a quand même des facilitations qui me semblent, ne devraient plus être une excuse. Pour peut-être quelques éléments de réponse. Alors, je rejoins ta réflexion, Sandra, même s'il faut signaler que certains grands établissements de santé n'ont pas ne donnent pas la possibilité d'accès à l'interprétariat aux professionnels de santé. Mais ça, on peut rejoindre la question, qu'est-ce qui fait que les professionnels de santé ne l'exigent pas ou se contentent de cette impossibilité, quoi. Après, probablement que un élément qui peut, facilement, j'irais sur le fait que c'est des prises en charge complexes et que quand on a beaucoup de boulot, si on peut simplifier la vie en s'évitant les prises en charge complexes et avec une excuse valable, c'est peut-être un des moteurs ou un des ressorts, quoi. Je pense quand même que le fait que l'interprétariat en santé au niveau national ne soit pas financé de façon claire, ne fasse pas partie des critères de qualité de la HAS, par exemple, dans la certification des établissements. Un établissement qui n'a aucun moyen, qui met en place aucun moyen d'interprétariat, n'est pas gêné ou ça ne fait pas partie des points qui pourraient être nommés comme essentiels à mettre à disposition des professionnels. Donc finalement, il y a une espèce de torpeur nationale qui laisse penser que, oui, de toute manière, si on peut s'en passer ou on peut se servir on peut s'autoriser à buter contre cette limite, puisqu'il n'y a pas eu de réponse qui a été faite au niveau national. C'est un point qui est travaillé et qu'on fait remonter au niveau des passes depuis longtemps. Et voilà, le dernier travail qui a été fait, c'était celui de l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui n'est pas une structure militante ou gauchisante, qui a fait une analyse comparative de l'offre d'interprétariat en France et à l'étranger. Ce qu'il disait, c'était assez marquant. Il comparait à population migrante, si on remettait sur le même nombre de populations migrantes, la Suède dépense 300 millions d'euros, là où l'Angleterre 30 et la France 6.
Donc, en fait, on a un retard très important dans la mise à disposition de l'interprétariat. On a aussi un écart important au niveau législatif. Un grand nombre de pays, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, les pays nordiques, ont inscrit dans la loi un droit opposable à avoir une information dans une langue qu'on comprend. C'est pas quelque chose qui existe en France. Donc il y a quand même à l'étape, on va dire, nationale et au niveau des instances, quelque chose qui est très en retard, quoi. On peut dire, au niveau des travailleurs sociaux, en fait, faut bien comprendre que c'est pratiquement impossible par rapport à cette question de la traduction d'accéder à la médecine libérale. On en reparlera après, mais c'est quand même une vraie question puisque ils ne pourront pas, ils ne prendront pas le temps ou les moyens, même financiers, sur leur cabinet privé, d'avoir de l'interprétariat. Mais on note aussi que certaines personnes sont plus attentives. Donc, on a aussi des personnes qui travaillent dans le monde de la santé, qui ont une écoute. Dernièrement, j'ai un médecin, il a dit « je vais faire une double consultation parce que je sais qu'il faudra du temps et donc je vais bloquer une demi-heure à la place d'un quart d'heure ». Donc, on a aussi comme ça quelques réponses très individuelles, mais ce n'est pas structurel. Mais on a aussi quand même parfois des belles réponses qui, nous, par rapport à notre accompagnement, atténuent un peu la difficulté en se disant au moins, ils vont pouvoir se comprendre, ils vont pouvoir se parler. Et des fois, c'est nous avec la structure, c'est à nous de négocier aussi avec notre structure le fait que notre structure de CADA ou d'UDA finance un interprète, notamment au premier rendez-vous. Enfin, nous, c'est un petit peu notre règle sur l'association Le Pont, c'est de faire en sorte que le premier rendez-vous avec un médecin, quand les droits sont ouverts, je parle, pas dans le cadre des passes, mais quand les droits sont ouverts, eh bien qu'on finance un premier interprétariat et de façon à ce que le diagnostic soit le mieux possible posé et éviter justement des incompréhensions. Donc là, c'est aussi aux structures qui accueillent les migrants de s'interroger sur comment elles peuvent faciliter et puis dans quelles limites de budget, parce que c'est toujours des questions de budget. Mais si tout le monde fait un petit peu des pas les uns vers les autres, on pourrait certainement améliorer, ce qui n'empêche pas d'essayer aussi de faire inscrire dans les lois des règles qui soient plus respectueuses des droits des personnes, quoi. Je pense aussi que ce n'est pas qu'une question de budget, il y a une question de représentation de nombreux praticiens qui imaginent que le recours à l'interprétariat va être quelque chose de très complexe. Et en fait, quand on a franchi le pas de le faire régulièrement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adaptations qui sont possibles. Et je reviens sur ce que vous venez de dire. En fait, la première rencontre pour ces personnes qui ont souvent été victimes de torture ou en tout cas d'écrasement de leurs paroles est vraiment essentielle. Et l'interprétariat dans la première rencontre est vraiment essentiel aussi pour au moins faire le point d'un diagnostic et pouvoir mettre en place des choses, ne serait-ce que, en tout cas dans le cadre de la santé mentale, quand il y a des troubles très très sévères du sommeil, des choses comme ça, on ne peut pas se passer de l'interprétariat. Et malheureusement, et je rebondis aussi sur ce qui a été dit par le docteur Oza, c'est que y a encore des services qui refusent la prise en charge de ce type de personnes du fait de la barrière de la langue. Et en France, on a un gros retard parce que ça n'est pas pointé, c'est encore toléré, alors que c'est une discrimination qui pose un gros problème en matière d'accès aux soins, ne serait-ce que dans le droit commun, quoi. Même dans le droit commun, il y a une grande disparité dans cet accès. Par ailleurs, la question de l'interprétariat, elle demande souvent aussi une sorte de bricolage, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le choix avec la personne elle-même, si elle est prête à un interprétariat téléphonique, si elle préfère dans un premier temps elle-même choisir un interprète dans l'entourage, parce que très souvent, le recours à des interprètes, je dirais soignants, qui sont sur des listes dans les hôpitaux, il est assez exceptionnel parce qu'il n'est pas très souple. Donc, quand
quand on a plusieurs consultations de migrants d'affilée, en fait, le plus simple, c'est quand même l'interprétariat téléphonique. Mais c'est vrai que ça a un coût. Mais l'interprète lui-même, comme très très souvent, les interprètes sont des personnes qui sont passées par l'exil et la migration. L'interprète va être un levier très très intéressant également sur le plan culturel dans l'accès au monde intérieur du patient. Donc ça va être, voilà, souvent on a une barrière imaginaire avec l'idée que ben, voilà, la consultation, c'est un dialogue intime entre deux personnes. Mais en fait, quand on fait un peu tomber ces représentations et qu'on accepte des pratiques différentes, on se rend compte que non seulement ce n'est pas un frein, mais c'est un levier essentiel pour une personne d'être compris dans sa culture et avec ses codes. Je vous remercie. J'ai la délicate tâche de faire le maître du temps. Du coup, je vais pas laisser la parole à d'autres personnes, mais je pense que cette question, elle va rejoindre la question de l'accès aux soins tout de suite. Donc, on va pouvoir mixer et enchaîner les deux problématiques dans la discussion qui va suivre. Oui, tout à fait. Effectivement, ce point, hein, ce troisième thème de l'accès aux soins problématiques, il va reprendre pas mal de choses qu'on a pu déjà un petit peu commencer à aborder ici et là. Puisqu'effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que les migrants qui possèdent des droits de couverture santé, ils sont donc adressés dans le système de droit commun, mais l'accès à la médecine générale et libérale, finalement, s'avère assez compliqué. Les enquêtés font souvent part de difficultés majeures dans l'accès à un médecin traitant, à la fois en raison d'une inadaptation de l'offre aux besoins des migrants, c'est-à-dire l'absence d'interprétariat au sein des cabinets, comme vous l'évoquiez, hein, Monsieur Boyer, ou la temporalité courte de consultation, qui est de 15-20 minutes, alors qu'en raison des multiples difficultés qu'ont la population migrante, donc administrative, sociale, médicale, linguistique, il nécessite une attention un petit peu plus particulière. Et donc, ces difficultés, elles sont parfois évoquées comme aussi des motifs de refus de consultation qui compliquent davantage l'accès à ces médecins. Et puis, il y a d'autre part aussi cette saturation de l'offre médicale dans certains territoires avec des délais très longs de rendez-vous. On a eu le cas de centres d'hébergement en milieu rural où il y a déjà une désertification médicale, où là, les rendez-vous sont devenus d'autant plus compliqués. Déjà qu'ils sont compliqués en population générale, c'est une difficulté supplémentaire qui s'est ajoutée aux difficultés de la population migrante. Et puis, une difficulté plus particulière d'accès aux spécialistes, notamment aux dentistes, avec des problèmes dentaires assez importants chez les migrants et une infirmière, par exemple, d'un centre de santé qui nous disait qu'elle n'arrivait pas à répondre à ses besoins. Il y avait beaucoup de demandes, mais il n'y avait pas de dentiste qui voulait venir au sein du centre. Et donc, il y avait une réelle difficulté vis-à-vis de l'accès à certains spécialistes. Et puis, en plus de cet accès à la médecine générale et libérale, il y a aussi l'accès problématique aux soins de santé mentale, avec les psychotraumatismes qui sont évoqués comme la principale pathologie de la population migrante et qui n'est pourtant pas toujours connue et ou reconnue par le système de santé. Il y a effectivement une absence de psychologues et ou de psychiatres dans les PASS, qui sont pourtant les premiers lieux de soins de la population migrante, qui peut parfois interroger sur la reconnaissance réelle de ces troubles. Il y a également, comme il avait été évoqué un petit peu précédemment, une orientation compliquée vers des centres de prise en charge, avec une saturation de l'offre de soins, des délais importants pour obtenir un rendez-vous en centre médico-psychologique, qui ne correspondent pas non plus à la temporalité du public migrant, qui ne sait pas finalement la semaine d'après pour certains où il se trouvera. Et puis, il y a aussi le phénomène de refus de prise en soin qu'on a pu nous dire vis-à-vis de cette pathologie, à la fois parce que certains centres ne s'estiment pas en mesure de soigner ce public considéré comme trop spécifique, et puis aussi par le fait que certains professionnels refusent de faire appel à un tiers traducteur en raison du colloque singulier nécessaire à leur pratique. Et puis, il y a enfin cette question du manque de formation des professionnels de santé aux problématiques de santé mentale
de la population migrante, avec une prise en charge particulière. C'est ce que nous disait un médecin de passe, hein, c'est une prise en charge vraiment particulière qui se fait que par la parole, par des techniques, donc qui nécessitent une vraie formation. Et puis aussi par manque de connaissance des effets des psychotraumatismes sur la population migrante, donc parfois du mal pour certains professionnels à les détecter. Et donc finalement, de cet accès compliqué qu'on peut voir aussi bien de la médecine générale et puis plutôt de l'aspect santé mentale, et ben ça questionne les principes d'égalité d'accès aux soins et de traitement, puisque le soin est un devoir universel. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ces difficultés d'accès à certains professionnels de santé, elles interrogent finalement l'accès des migrants à l'ensemble des structures de soins, et on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas finalement un accès partiel aux soins pour les migrants? Ça interroge aussi d'un point de vue éthique le système de santé publique, puisque sachant que les psychotraumatismes sont quasi systématiques chez les personnes migrantes, est-ce que finalement on peut envisager leur accès aux soins en y excluant cet aspect de santé mentale? Et puis enfin, il y a aussi un questionnement donc, autour de ce refus de soins en psychiatrie hein, au prétexte de l'introduction d'un tiers dans la relation, alors qu'il s'agit d'une pathologie, enfin de la pathologie majeure chez le public migrant, avec une tension autour du fait de refuser au motif de principes déontologiques, comme on a pu nous le dire, alors que finalement, cette population est en demande de soins. Donc, elle aurait vraiment besoin d'une prise en soin. Merci Anaïs. Je vais laisser tout de suite la parole au docteur Gavalas qui veut intervenir, je crois. Oui, merci. Oui, je voulais revenir à la fois du coup sur les problèmes d'interprétariat, ce qui a déjà été un peu dit, et puis voilà, là, revenir sur ces questions éthiques. Au niveau de l'interprétariat, moi, ce que j'ai observé sur les deux hôpitaux où je suis, donc à Dijon, il n'y a pas de souci au niveau de la passe pour l'interprétariat, on appelle l'ISM. On n'est pas soumis à des conditions particulières pour de temps ou ce genre de choses d'un point de vue financier. En revanche, je sais que quand j'étais aux urgences et que je recevais des migrants en urgence, il fallait quand même prévenir l'administration que nous allions utiliser le service d'interprétariat, que ça allait coûter des sous. Voilà, c'était assez particulier. Après, dans un cadre psychiatrique, faire une consultation à l'aide d'un interprète, c'est toujours très compliqué. Sur un plan somatique, je pense que bon, je dis pas que c'est forcément simple, mais avant que ça rentre, enfin voilà, les choses sont peut-être plus évidentes. Sur le plan psychiatrique, voilà, la personne va décrire à l'interprète qui va essayer de décrire. Je me suis déjà aussi retrouvé dans des situations, même en utilisant l'ISM, où l'interprète ne pouvait pas me retranscrire ce que la personne disait parce qu'il ne parlait pas suffisamment bien français. Donc, effectivement, c'est très difficile dans le cadre d'une première consultation pour un psychotrauma et aussi pour la suite. Alors, comme il a été dit, hein, il y a le langage non verbal, il y a d'autres possibilités. Hein, clairement, moi, j'ai décidé, ça fait 1 an hein, que je pratique à la passe de Dijon, d'apprendre l'arabe de moi-même. Ça gère pas toutes les situations, bien évidemment, mais bon, c'est quand même une langue qui est parlée par, on va dire, 1 milliard de personnes sur Terre, donc l'arabe littéraire, bon, ça peut toujours aider dans certaines situations, voilà. Concernant l'hôpital de Semur, comme ça a été dit, voilà, il y a du bricolage, c'est-à-dire qu'on fait des listes des praticiens qui parlent telle ou telle langue. Nous, elle n'a pas été mise à jour depuis je ne sais pas combien de temps. Moi, effectivement, je parle plusieurs langues parce que je suis d'origine grecque, par exemple, je parle grec. Je fais toujours pas partie de la liste. Et donc, on se retrouve dans des situations, et à Semur, on n'a pas accès à un système d'interprétariat comme on en aurait besoin. Et là, je voyais justement la question des enfants. C'est vrai que parfois, on a, moins à Dijon, mais plus voilà, en campagne,
des familles qui ne parlent absolument pas français et où on se retrouve dans des situations d'urgence avec des enfants qui sont les seuls interprètes. Là, c'est absolument dramatique parce que on se sent vraiment pas dans son rôle qu'un enfant de 12 ans porte toute cette charge mentale vis-à-vis de sa famille et d'exposer les problématiques souvent complexes. Là, on se retrouve bloqué, on n'a pas de solution et c'est vrai que c'est très très gênant. Voilà. Je vous remercie, je vous coupe parce qu'il faut qu'on laisse la parole aussi à d'autres intervenants. Effectivement, le lien qu'on voulait faire entre l'accès aux soins problématiques, à la santé mentale et à la place du tiers dans la relation psy, notamment lorsque ce tiers est une personne, un enfant, etc. Il me semblait que c'était le lien qu'on pouvait faire entre les deux thèmes assez facilement. Je vois le docteur Vincent qui veut intervenir et que je vais laisser parler. Oui, cette question de la parentification là est très importante. Il faut avoir une énorme vigilance et là, il faut être assez clair. Il est très dangereux pour l'avenir psychique d'un enfant de l'utiliser, entre guillemets, comme interprète en ce qui concerne les traumatismes vécus par les parents. Ça a été très, très bien documenté et il faut vraiment se garder de recourir, même en ce qui concerne l'aide au récit de vie, en ce qui concerne tous ces récits traumatiques, il faut vraiment protéger les enfants tout en les informant qu'il y a quelque chose qui se passe, y compris avec des dessins, des choses comme ça, mais surtout, il faut avoir un discernement très très clair. On ne peut pas demander aux enfants d'être l'interprète dans les récits traumatiques. Là, il faut être très vigilant, ni aux adolescents. Et c'est là que c'est aussi important de demander au patient lui-même, parce que quelquevenfois, il y a beaucoup de bénévoles aussi, des interprètes bénévoles qui ont fait le parcours de migration et qui sont devenus réfugiés et qui proposent comme ça une aide qui est dans ces situations déjà beaucoup plus acceptable. Merci. Est-ce que, finalement, moi je me posais la question, la santé mentale, le constat qu'on peut faire, lui, elle n'est pas inclue dans la santé globale. Il suffit de voir ce qu'on a fait avec la pandémie, il suffit de voir le Ségur qui augmente tout le monde sauf les psychologues. Du coup, je me disais, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les professionnels de la santé mentale, je dirais, de cette mise à l'écart systématique et de cette dissociation de santé, finalement? C'est absolument navrant, puisque le psychotrauma est représenté à plus de 70% dans cette population, et il a en plus des répercussions très importantes sur le plan somatique, parce que ce sont des personnes qui souffrent aussi dans leur corps du fait des mémoires traumatiques, parce qu'elles ont été battues, violées, torturées, etc. Donc, ne pas le prendre en compte, c'est aggraver encore la discrimination de ces publics, parce qu'en plus, dans les troubles du psychotrauma, il y a une dissociation de conscience. Donc, ce sont des personnes qui ont quelquefois pas de repères temporo-spatiaux. Donc, au contraire, non seulement ils devraient être mis en avant, mais ça devrait être un des guides pour adapter nos soins à ces publics. Parce qu'ils vont avoir besoin d'un assouplissement du cadre, de beaucoup plus de temps d'interprétariat, d'une continuité dans le soin, parce que la relation de confiance est absolument essentielle pour eux, parce qu'ils ont été mis en situation de torture, donc tout peut être dangereux pour eux, y compris une relation duel. Donc, ça devrait être, au contraire, l'opportunité de donner des soins beaucoup plus vigilants à ce public. Il y a aussi une petite incohérence, excusez-moi, mais je vais le dire comme ça pour être doux. Au niveau du travail social et de l'accompagnement de ces personnes migrantes, on nous demande de travailler dès l'accueil à l'intégration. Et il est évident que pour toutes ces personnes qui souffrent de psychotraumatisme,
il y a beaucoup de problèmes de mémoire pour elles. Beaucoup comment dire, dans l'accompagnement, pour que petit à petit, ils sachent comment un peu la France elle vit, les obligations, avancer vers imaginer quel travail on pourrait effectuer, ça demande de pouvoir être un peu rétabli dans sa souffrance. Et il y a une grande incohérence de la part de l'État qui insiste depuis de nombreuses années par rapport à la question depuis 2-3 ans, en fait, depuis le gouvernement Macron, avec Aurélien Taché, il y a eu beaucoup de travail sur la partie intégration de ceux qui ont un statut. On peut que s'en réjouir là-dessus. Mais le côté médical n'est pas du tout pris en compte. On est toujours sur l'immigration et le travail de façon un peu automatique. Et donc, le fait de ne pas donner des moyens pour la prise en charge de ces personnes dès leur arrivée, dès l'entrée dans les centres d'accueil, pour les 50% de personnes qui ont la chance d'avoir un hébergement, je le rappelle, seuls 50% des demandeurs d'asile sont hébergés dans du logement dédié à l'asile avec un accompagnement donc professionnel qui maîtrise au moins la demande d'asile, ce qui est quand même important pour avoir des chances d'obtenir un statut protecteur. Mais le fait de bloquer un peu ces accès aux soins, notamment au niveau de la psychiatrie, ça fait que, bien sûr, il va nous falloir beaucoup plus de temps, enfin, pour ces personnes, il va falloir beaucoup plus de temps pour construire un avenir, pour pouvoir se projeter. Et donc, on nous donne un impératif de notre côté, en 6 mois, il faut qu'ils soient autonomes après leur statut, etc. Il faut donc commencer dès maintenant. On se plaint que les centres provisoires d'hébergement pour les gens qui ont statut, eh bien, saturent parce que les gens ne vont pas vers l'autonomie, mais l'accès aux soins tout au long de cette chaîne où on n'arrête pas de déplacer les gens, c'est aussi une vraie question pour les migrants. Effectivement, quand on arrive, on va être dans un lieu, et puis comme l'orientation est directive, on peut être envoyé à Bordeaux, on peut être envoyé à Marseille, ou bien en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, et puis, si on est débouté, ben, il faudra aller à la rue. Et puis, si on est réfugié, il faudra aller sur un centre provisoire d'hébergement ou dans un logement autonome qui peut être dans une autre ville. Donc, la discontinuité, parce que la confiance, notamment avec les psychologues, les psychiatres, est très importante, la discontinuité de l'hébergement, eh bien, entame, enfin, de mon point de vue, entame gravement aussi la réparation. Je ne sais pas si on parle comme ça en termes médicaux, mais en tout cas, une certaine réparation et remet à mal à chaque fois, avec un sentiment d'abandon, de recommencer encore ailleurs. Et donc, il y a vraiment des questions de cohérence entre ce qui est donné comme objectif aux structures, l'insertion, travailler à l'insertion des personnes dès le début, et le fait que ce psychotraumatisme soit si peu pris en charge par l'État avec les moyens nécessaires qui permettraient à ces gens de pouvoir s'insérer correctement. Alors, pour certains, il va y avoir une reconnaissance de handicap, mais ce n'est pas la majorité. Il y en a qui ont envie de travailler. Le travail peut aussi être une source de réparation, de reconstruction en tout cas. Donc, il y a des paradoxes. À noter aussi que il y a des efforts quand même qui sont faits de la part de l'État, notamment le fait que des postes de psychologues peuvent être créés dans les CADA et que ces postes ne sont pas forcément comptés dans l'accompagnement en pourcentage, dans l'accompagnement des travailleurs sociaux. Donc, c'est des postes supplémentaires qui ne viennent pas imputer l'accompagnement social des personnes. Voilà, je précise ces petites choses. Merci. Je voyais Olivier ou le docteur Vincent qui voulaient intervenir. Je voulais juste en complément de ce que vient de dire M. Boyer, une réflexion. On a l'impression qu'il y a, au-delà des enjeux politiques qui mettent ou pas à disposition des moyens, c'est comme, enfin, il y a aussi, à mon avis, un problème de compétences et d'un travail un peu scientifique et professionnel autour de la bonne façon de prendre en charge ces personnes. On voit bien qu'on bute sur quelque chose. Alors, je vais faire un parallèle, je ne sais pas s'il est juste, mais vous disiez, M. Boyer, c'est cet enjeu d'intégration. On sent bien que la vision française, c'est qu'il faut que le plus vite possible et le mieux possible, les migrants s'intègrent un peu
comme dans cette question de la laïcité, hein, où on est passé de l'idée de la liberté de culte à faut que tout ce qui ressemble à du religieux ait disparu. En fait, il y a une question qui est assez, une certaine conception de l'intégration qui est de se séparer de ce qu'on était, d'où on vient et de ce qui fait sa culture pour se ranger dans les règles de la République. Et on sent qu'en France, il y a cette difficulté-là à intégrer sans faire disparaître l'identité préalable. Et sur le plan professionnel, il n'y a pas de travail, d'ailleurs, il n'y a pas de société savante qui se penche spécifiquement sur ces questions-là. C'est assez remarquable. Alors, il y a des choses par exemple, la vaccination, ça fait 2 ans qu'on a un repère clair, mais si on veut savoir quel bilan on fait à un migrant, eh ben, il n'y a pas de recommandation. En psychotrauma, on sent que les compétences sur la question culturelle aussi, on sent que voilà, il y a comme s'il y avait un frein à aller travailler ces questions-là parce qu'elles seraient tout de suite de nature un peu politique et que s'en préoccuper de la spécificité de la prise en charge sanitaire, que ce soit en santé somatique ou psychiatrique, ce serait presque un acte politique. Voilà la réflexion que j'avais. Je profite de ton intervention pour faire le lien avec le dernier thème, puisque l'heure tourne et que, en fait, la question que tu soulevais sur pourquoi la norme se lisse et devient finalement la laïcité, l'intégration, les réflexions que tu avais, Olivier. Du coup, je profite du pont avec le dernier thème, puisque on va parler beaucoup de la transgression dans ce thème-là aussi. Oui, donc on va passer au dernier thème. On a pu voir, nous, tout au long de l'étude avec Anaïs, et puis là, on vient d'en parler, vous l'avez tous évoqué, tous les professionnels, ils font face quotidiennement à des difficultés dans l'accompagnement des migrants, dans leur parcours de soins. Ce sont déjà et avant tout tous les aspects politiques, administratifs, économiques qui ont des répercussions sur leurs pratiques. On a pu voir les divers changements de loi, notamment au sujet de l'accès aux droits. Ça impacte fortement leur quotidien. Ils font face aussi en permanence finalement à cette notion d'incertitude quant à la temporalité et à la finalité de l'instruction des dossiers. Ça les oblige à prendre finalement en compte le risque d'expulsion, de mobilité géographique des personnes qui les accompagnent. On l'a vu, soigner les migrants, on nous l'a dit, c'est un défi quotidien. Ça peut être une source de souffrance, par exemple, donc là j'y faisais référence, mais les enquêtés nous disaient faire face à certaines expulsions qui les affectent particulièrement, en nous disant, bah voilà, on accompagne nous des personnes pendant des semaines, voire des mois, et puis il y a une expulsion qui se fait, et ça se traduit aussi par un fort sentiment d'échec pour eux. Leur propos, ça renvoie aussi au fait que soigner des migrants, c'est une bataille quotidienne pour ouvrir des droits, pour obtenir des rendez-vous, pour obtenir une mise à l'abri. Ils se sentent souvent démunis. Certains nous ont même dit se sentir des fois coupables face au manque de solutions qu'ils peuvent offrir aux migrants, et notamment là encore en matière d'hébergement. Il y a un autre aspect aussi qui a été évoqué dans ce thème un peu plus général, c'est aussi certains enquêtés nous ont dit devoir faire face quotidiennement aux critiques et aux jugements alors des autres professionnels, mais aussi de la part de leurs proches, de leur entourage quant à leur profession et au public qu'ils accompagnent, parce que c'est quand même un public qui est constamment discriminé et stigmatisé, ce qu'on a pu voir là encore une fois tout au long de ce webinaire. Donc finalement, pour conclure et puis rebondir sur les questions éthiques que ça soulève, on pourrait dire qu'il y a une forte dissonance finalement entre la mission qui leur est confiée et puis les possibilités qu'ils ont de la réaliser, cette mission. Ceux qui questionnent directement le sens même de leur travail, ça questionne même quotidiennement finalement les limites de notre système de santé.
Et c'est ce qui d'ailleurs les conduit parfois à transgresser certaines règles. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit parfois, enfin quelquefois, un exemple parmi tant d'autres, on a autorisé un migrant à dormir dans un lit d'hôpital pour lui éviter une nuit dans la rue. Ou bien, il y en a certains qui ont pensé même des fois à l'héberger chez eux face au manque de solutions. Ils ont évoqué aussi devoir des fois avoir accompagné, je crois que c'était une assistante sociale dans un établissement qui nous disait j'ai pris mon véhicule personnel pour accompagner une personne migrante jusqu'au centre d'hébergement le plus proche pour lui éviter de prendre le bus. Elle ne connaissait pas la ville, elle ne parle pas le français. Et en plus, en l'occurrence, voilà, c'était en plein hiver. Enfin voilà, on était sur des conditions assez compliquées. En l'occurrence, il s'agissait voilà, d'une maman avec des enfants en bas âge. Et donc, on a pu ressentir finalement des fois pour eux que le fait de transgresser alors, la loi de manière très générale, mais en tout cas la norme ou les règles, et ben pour eux, ils disaient que c'était des fois plus éthique que de respecter ces règles. Donc voilà, je m'arrêterai là-dessus sur ce thème si vous voulez réagir avant qu'on termine. Merci beaucoup Aurélie. Ce que je me disais en vous écoutant sur ce dernier thème, sur la souffrance des professionnels, on l'a un petit peu entendu au début dans le discours de ceux qui ont pu prendre la parole sur la notion d'isolement, de frustration parfois, à ne pas comprendre les raisons de tel ou tel refus d'aboutissement de démarche de la part de l'administration notamment. Le soigner dignement quand on n'a pas les moyens suffisants de le faire, qui rejoignent la question de l'interprétariat aussi, d'une autre façon. Ce que je me disais en vous écoutant tout ça, pour essayer de faire une synthèse, c'est finalement, on le sait, être soignant, c'est difficile. Quels que soient les domaines du soin dans lesquels on travaille. Et ce que je me demandais, c'est pourquoi ça avait un sens particulier ici, finalement, d'être soignant, d'être travailleur social au contact de ces populations finalement traumatisées. Si je dis des choses 80% traumatisées, si je retiens les chiffres qu'on nous a annoncés. Alors, je pense que c'est très particulier d'accompagner ce public, d'abord pour une raison d'identification qui est beaucoup plus facile par rapport à d'autres personnes patientes, notamment en tout cas dans la santé mentale. Il va y avoir une facilité de s'identifier à ces publics qui menaient des vies quelquefois paisibles et qui ont été voilà, fauchés par la guerre. Et donc, il y a déjà ça. Ensuite, il y a aussi dans la difficulté la confrontation à la violence qui a été vécue. Et ça qui est inhabituel. Il y a aussi le fait qu'on va être co-acteur de leur procédure, souvent, par la rédaction de certificats, et ça c'est inhabituel, et ça met dans une difficulté éthique aussi souvent les professionnels, parce qu'on sait qu'on doit les aider à être en mesure de déposer leur procédure à l'OFPRA puis à la CNDA, et ça va demander aussi un accompagnement. Et puis, autre chose qui est très particulier, je trouve, avec ce public, c'est que la relation duel, souvent déclenche chez eux une grande inquiétude parce qu'ils viennent de pays où il peut y avoir de la corruption entre la police, les juges, les médecins, etc. Donc, du coup, la confiance n'est pas du tout acquise d'emblée et elle va être à gagner et elle va nécessiter beaucoup d'assouplissement et de continuité. Du coup, comme c'est un public quand même qui est très discriminé et qui a un difficile accès aux soins, les soignants vont eux-mêmes être pris dans des conflits éthiques constants et dans des difficultés éthiques constantes avec bien sûr souvent une empathie qui fait qu'en effet, pour éviter une telle injustice parfois ou une telle impuissance, on va être amené à chercher des moyens, quelquefois, qui sont très, très limites pour accompagner ces publics. Et ça, c'est très spécifique du soin dans le domaine de la migration. On ne rencontre pas cette position, enfin pour ma part, ailleurs en santé mentale.
Du coup, c'est la transgression. Tu veux parler, Olivier? Juste en complément, ce qu'on entend beaucoup aussi des professionnels dans les passes en particulier, parce que c'est le lieu que je connais mieux, c'est l'impression que l'État, une partie de l'État, joue contre nous. C'est-à-dire, c'est inhabituel pour un soignant d'avoir l'impression qu'on lui fait rien qui existe et qui permettrait de soigner, d'apaiser, voilà. Et il y a un sentiment souvent qu'on entend d'injustice, de se dire, voilà, les États qu'on fuit ces personnes sont défaillants, mais le nôtre ne l'est pas. C'est pour ça qu'ils viennent ici. Et en fait, on se retrouve en fin de journée à dire effectivement à cette donc je peux même pas argumenter. Et ça, c'est une source de souffrance qu'on entend beaucoup chez les professionnels, d'être confrontés à cette idée qu'une partie de l'État, à tort ou à raison, joue contre nous. Madame Luninger, on entend mal, Olivier, de temps en temps, ta connexion. Je peux ajouter qu'au niveau personnel, beaucoup de collègues de travail, effectivement, n'osent même plus dire dans leur milieu familial dans quel service ils travaillent. Quand on dit qu'on travaille dans un CADA pour les demandeurs d'asile, c'est pas toujours simple dans les repas de famille, ou dès qu'il y a un petit peu de monde plus large. Donc, on dit qu'on travaille dans le domaine social, auprès des gens à la rue ou ailleurs. Donc, ça, c'est un aspect. Il ne faut pas oublier non plus que 65% des demandeurs d'asile reçoivent une réponse négative. Et donc, le fait, alors qu'ils ont été amenés à raconter les violences qu'ils ont subies, les difficultés qu'ils ont rencontrées, la France ne va pas reconnaître ces violences, ou va dire, vous pouvez demander réparation dans votre pays, vous allez aller parler à la police, à la justice. Donc, pour certaines personnes, le rejet ne fait que amplifier encore le traumatisme, alors qu'ils vont passer sur une situation où ils n'auront plus que l'AME. Ils étaient encore avec la C2S, ils vont passer sur l'AME et le remboursement, y compris des médicaments, l'accès au psychiatre avec l'AME, au service de soins avec la psychiatrie, va devenir encore plus compliqué. Donc, il y a la partie des gens qui vont obtenir l'asile, qui vont pouvoir se projeter en fonction de leur traumatisme. Mais en tout cas, les portes ne sont pas fermées. Mais pour les 65% qui ont un rejet, ça veut dire énormément, encore une violence qui leur arrive en pleine figure. C'est un courrier qui arrive et les choses sont violentes. La réforme de 2018 a énormément réduit les cartes santé, notamment en ce qui concerne la psychiatrie. On avait 6000 cartes santé à l'année avant et un certain nombre de personnes, parce qu'il y avait des vrais traumatismes. Aujourd'hui, avoir une carte de santé pour traumatisme, si on n'a pas fait une vraie TS, si on n'a pas voulu se jeter par la fenêtre, on n'a pratiquement aucune chance, malheureusement, malgré les certificats des psychiatres qui expliquent bien aux médecins de l'OFI les traumatismes, on n'a pratiquement aucune chance d'avoir une carte santé pour des questions psychiatriques s'il n'y a pas eu des passages à l'acte, quoi. Donc, pour les personnes les plus vulnérables, elles ne sont plus protégées par la France, que ce soit sur l'asile ou que ce soit sur la carte santé, puisqu'on est sans cesse sur des restrictions par rapport à la migration. Et tout ça a beaucoup de conséquences dans la vie concrète des gens. Ouais. Pour les professionnels également, puisque c'est sur ce thème-là qu'on recentrait le dernier thématique. Madame Luninger, vous vouliez... Oui, du coup, je voulais aussi rebondir sur ce que M. Boyer expliquait, c'est que j'accompagne majoritairement, moi, les personnes justement déboutées de la demande d'asile ou en situation irrégulière depuis leur arrivée en France. Et c'est vrai qu'ils sont confrontés donc, à un refus, donc ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas d'hébergement et il n'y a pas de moyen d'accéder à un hébergement. Au niveau de l'alimentation, on est très restreint également. Et je me dis que la PAS, en tout cas l'assistante sociale de la PAS, est à sa porte ouverte quand ils le souhaitent. Et c'est un endroit où ils peuvent venir, c'est un des seuls endroits en tout cas où ils peuvent venir, peu importe leur statut.
Donc voilà, l'idée aussi, c'est d'être là pour eux à chaque moment. Et on voit qu'au fil des années, avec ben, voilà, des recours auprès du tribunal et des demandes multiples de titres de séjour, parfois, certains arrivent à obtenir un titre de séjour. Et c'est là toute la satisfaction aussi de notre accompagnement. Merci. Oui. Oui. Par rapport à ça, on est aussi un peu en absurdie quand même, parce qu'on sait très bien qu'il y a des familles qui ne vont pas être renvoyées parce qu'il y a un réel danger, et on les met en précarité totale pendant des années quand ils sont déboutés, et les traumatismes s'aggravent parce qu'il y a ce traumatisme du non-accueil qui se rajoute. Et bien sûr qu'ils ont une carte, mais après quelles années de souffrance. Donc, il y a un illogisme aussi là, politique, qui est quand même assez important. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Je n'ose pas rebondir sur le côté politique qui serait... je pense qu'on peut y rester encore des heures. Finalement, peut-être qu'on va en profiter de ce mot de la fin pour arrêter là la discussion. On l'a vu quand on l'a préparé, hein, on avait fixé 1 heure, je crois qu'on a dépassé, on a discuté 1h45 si je me souviens bien, donc on a bien vu que la discussion, elle pouvait s'allonger à loisir, et finalement, moi qui ne connaissais pas cette partie-là de la clinique, à part ma proximité avec Olivier, j'étais très très intéressée par vos débats, vos remarques et finalement je me disais les discriminations multiples qui ont été évoquées ce soir, que ça soit des professionnels qui disent pas, qui n'osent pas dire à leurs proches ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Et puis, les discriminations pires pour les migrants, enfin pires, en tout cas d'un autre ordre, pour les migrants, que ce soit dans l'aspect aux soins, dans l'aspect au traitement, que ce soit dans l'aspect au droit. En fait, interroger assez facilement le rapport à la différence à l'étranger, à comment on pouvait être à l'aise ou pas avec cette question de la norme et de l'étrangeté, enfin, sur les deux en miroir et en parallèle. Et moi qui suis pédiatre, j'avais envie de conclure en disant que finalement, on en revient toujours à la même problématique. Il y a l'éducation à l'école sur la question du rapport à l'étranger, du rapport à la norme ou à la différence. Ça doit être un axe de travail dès le plus jeune âge, si on veut que la société tout entière endosse les responsabilités de ces rapports-là à la différence comme quelque chose de sociétalement construit, partagé, etc. J'avais envie de finir sur cet espoir-là, puisqu'on a aussi commencé avec une histoire particulière, celle d'un migrant qui a eu son droit aujourd'hui, et on finit sur peut-être on pourra éduquer tous nos jeunes pour que les générations qui nous suivent pourront finalement ne plus avoir peur de l'étranger, de la différence, et être assez à l'aise avec une certaine transgression des normes. Voilà, je voulais vous remercier tous individuellement pour votre participation. Les participants, les spectateurs, je sais que c'est un peu frustrant, vous n'avez pas pu vous dire tout ce que vous pouviez, tout ce que vous aviez ou vous auriez envie de partager. Les conférenciers, merci beaucoup pour votre participation, pour votre intervention ce soir.
pour les bons moments qu'on a partagés lors de la préparation, même si c'était toujours en Zoom. Je conclus en disant aussi que tout sera disponible sur le site internet, le replay, le PowerPoint, l'enregistrement et le rapport qui fait une centaine de pages. Ça a été résumé en 4 diapos là, ici ce soir et en 1h30 de débat, mais il y a moyen d'en faire des heures de lecture derrière. Voilà, merci à tous, au revoir, bonne soirée et puis à une prochaine fois. Merci à toi Sandra et merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.